Et j'appelle Rachel Kahn à venir à ce pupitre en la remerciant chaleureusement. C'est un auteur, c'est un artiste, c'est un écrivain, c'est un juriste. Et en même temps, c'est une championne de France de triple saut. Et donc, elle est présente sur tous les sujets de notre société. Merci Rachel et bienvenue. Merci, Monsieur le Premier ministre, très cher Jean-Pierre Raffarin, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Préfet, Monsieur le représentant des États, Mesdames et Messieurs les députés, et à toutes et tous en vos grades et qualités. Je me sentais soudain d'une responsabilité internationale. Ce sont les mots de Romain Gary dans Gros câlin. Se sentir d'une responsabilité internationale, c'est, je le crois, ce qui nous réunit aujourd'hui. Et je tiens à remercier vivement la Fondation Prospective et Innovation, et évidemment Jean-Pierre Raffarin et Serge de Gallet, pour cette invitation qui me touche éperdument. C'est une responsabilité d'être grand témoin en cette journée, et je veux vous remercier d'avoir compris mes écrits et entendu mes cris, de cette mission intime et intrinsèque que je porte. Je suis un imprévu, parce que sur le papier, je n'aurais pas dû naître. Mais il y a eu des chaos du monde. L'esclavage, la Shoah, la colonisation, les pénuries, l'immigration, des ruptures dans l'humanité. Et après les chaos, toujours la tentative de réparation. Je suis le fruit de la rupture du monde et de sa reconstruction. Froidement, je suis le témoin de ce lien de différentes histoires, de différents continents. Alors, à la fois paradoxalement, mais aussi logiquement, je suis là devant vous sur ce thème de la rupture. Mère juive polonaise, cachée pendant la guerre à Montmorillon, dans la Vienne. Père sénégambien, animiste, qui avait un père musulman, une mère catholique, du fait des vagues d'évangélisation et d'islamisation de l'Afrique. Un indice donc que la grande histoire coule toujours dans nos petites histoires. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Avec ce pédigré mélangé, tel le témoin des liens de nos humanités, de nos conjugaisons, d'une réparation possible, de l'universalité qui est un fait et non pas un dogme, vous comprendrez facilement que je ne peux détourner le regard face aux ruptures latentes. Ce qui est peut-être un paradoxe, en revanche, c'est que dans ce monde fait d'interdépendance, fait d'alliances entre la politique, l'économie, l'environnement, que nous sentions en 2022 un vent de rupture à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, voire à l'échelle intime. Comme un monde qui se rétrécit au goût de nos solitudes personnelles et de nos impuissances collectives. Être afro-yiddish, ce n'est pas seulement un avantage individuel, celui d'une mutante adaptée aux mutations du monde, qui permettrait, dans le dérèglement climatique, de résister aux moins 30 de la Pologne de ma mère et aux plus 40 du Sénégal de mon père. Je porte en moi les douleurs de l'humanité, de cette Shoah, je l'ai dit, de l'esclavage arabo-musulman, de la colonisation, mais loin de l'essentialisme et de la victimocratie à la mode, c'est par l'existentialisme, les actions, les créations, que nous pourrons recoudre nos liens et résister au bouleversement du monde si complexe. Pour cela, l'art et la création sont majeurs dans notre contexte et pourtant si peu mis en avant. J'aimerais citer Romain Gary, un grand écrivain, mais aussi un diplomate, qui en 1958 a écrit L'homme à la colombe, sous un pseudo, alors qu'il exerçait des fonctions de diplomatie aux Nations Unies. Il fait entendre par son cynisme, et il faut entendre par son cynisme ce qu'a voulu dire Gary à propos des instances internationales, peut-être de leur capacité à agir fortement, peut-être un peu de suffisance, peut-être une communauté qui a du mal à s'engager collectivement. Et je me souviens aussi de mes études en droit international et en droit européen, où ma promotion était la risée des autres étudiants en droit national
qui ne nous considéraient pas parce qu'ils estimaient que le droit international n'était pas un droit applicable. Le droit des gens, comme on disait avant, ne peut exister sans notre volonté profonde. Les troubles du monde obligent à penser l'action ensemble. C'est pourquoi je suis heureuse, vraiment, d'être devant vous aujourd'hui et parmi vous pendant toute la journée. Si Romain Gary était cynique avec les Nations Unies, dans toute son œuvre, il avait ce désir d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, dans l'éducation européenne, dans les racines du ciel, avec une dimension écologique déjà à l'avant-garde. Il était précurseur, et même pour parler des États-Unis, dans les années 60, on y trouve déjà tous les travers des décoloniaux d'aujourd'hui qui bataillent pour une indépendance depuis la France dans un monde fait d'interdépendance. Si je prends souvent Romain Gary en exemple, c'est parce qu'il nous montre très précisément deux choses. La volonté de puissance de bâtir, d'un point de vue planétaire, nos humanités, de les relier, tout en laissant visibles nos fragilités, nos failles, nos peurs. Lorsque l'on parle de rupture, c'est en réalité nos liens qui sont interrogés. Comment nous recoudre, nous rapiécer, nous retisser, peut-être nous métisser, pas dans le sang, mais dans l'esprit, c'est-à-dire rester ouverts, en relation. C'est toute la notion de la créolisation chère à Édouard Glissant qui est en présence. La créolisation ne parle pas de métissage. Elle pose une question. Comment affronter ou prévoir le chaos? Par la relation. C'est la réponse de l'auteur. Pour affronter les bouleversements, il faut être en relation et non en affrontement. Et puis, très cher Jean-Pierre Raffarin, il ne faudrait pas que le R de relations internationales devienne celui de rupture du monde. La relation est l'ultime réponse à la rupture. Vouloir rallumer les lumières, c'est aller chercher en soi une forme de dépassement pour aller vers l'autre falaise. C'est savoir ne pas tout effacer du passé et relire toujours nos anciens, ceux qui ont fait les révolutions pour l'humanisme, pour l'universalisme, car on n'écrit pas l'histoire avec une gomme. C'est trouver la force de rester en lien et en dialogue pour chercher des solutions communes. Alors, dans notre contexte grave, j'aimerais vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Les nazis disaient « Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver ». Alors aujourd'hui, fort de notre histoire, c'est parce que l'on entend les revolvers qu'il faut soutenir la culture. La place de l'artiste dans ce monde chaos est indispensable pour rallumer les lumières. On entend d'ailleurs des signaux faibles dans nos discours. On entend l'orchestration d'une conférence, un accord international vers l'harmonie, une action de concert. N'oublions jamais qu'un hémicycle est toujours l'agora d'un théâtre antique. On parle même d'acteurs sur la scène internationale. Si nous n'avons plus les artistes, nous ne pourrons plus vivre. Aujourd'hui, il y a une rupture de ce champ artistique culturel qui est peut-être le signal fort de là où nous en sommes. Des artistes afghanes qui ne peuvent plus peindre et portent sur elles des douleurs plus que des couleurs, des écrivains menacés de mort, des réalisateurs interdits de sortie du territoire, des dessinateurs tués en plein cœur de Paris, des salles de concert dévastées, des plateformes où les formes sont vraiment plates et où les influenceurs se font passer pour des artistes addicts aux followers et au nombre de likes. À l'époque de la reproductivité technique, ce qui dépérit dans l'œuvre d'art, c'est son aura, nous disait Walter Benjamin. Mais, et c'est peut-être le pire de tout, la rupture artistique est alimentée par un fléau, l'autocensure. L'artiste ou l'humoriste ne peut plus dire les choses au monde comme il l'entend sous peine d'une condamnation sans tribunaux sur les réseaux sociaux. Et c'est ainsi que l'artiste, pourtant si nécessaire, se démonétise. Il détient pourtant la clé de la compréhension du monde, car je le dis souvent, l'artiste est un législateur de l'ombre. S'il n'y a plus d'artistes, de grands chefs-d'œuvre, notre monde sera déshumanisé.
car vide de pensée et vide d'émotion. C'est l'exigence de la beauté, de sa liberté qui fait vibrer le monde et nous réunit. Ils sont les fils rouges de l'histoire de l'humanité, et pour nous recoudre et recoudre nos récits, nous avons besoin de ces fils. Un monde sans artistes, c'est un monde en rupture totale. Pour contrer cette rupture, et puisque nous sommes dans le pays de la fraternité, pour continuer à vivre dans le même monde que nos frères humains, la création libre des dogmes est le début de tous les possibles. Car dans le monde du sensible, le cloisonnement, le racialisme, le séparatisme et l'indifférence à l'humain n'ont pas leur place. Or, si nous sommes ici, c'est bien que nous n'acceptons pas l'indifférence au monde. Nous n'acceptons pas de reculer et de faire reculer les récits de nos civilisations. Je me sens d'une responsabilité internationale. C'est pour cela que je suis présente aujourd'hui, devant vous. Et je suis impatiente d'écouter, comme vous, les différentes tables rondes qui n'ont au fond qu'un seul et même objectif, que notre monde puisse avoir encore la vie devant lui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et cet élément de réflexion, notamment cette idée qu'on répare la rupture par la relation. Et cette idée-là, ça rejoint beaucoup quand même Edgar Morin quand il parle de relations complexes, complexus, qui créent du lien. Et au fond, on voit bien que c'est l'art de la diplomatie, mais c'est l'art du dialogue. Et qu'aujourd'hui, notamment dans cette crise de la pandémie, on a vu que les frontières se sont fermées, on a vu qu'on n'avait pas choisi vraiment le dialogue, on n'a pas choisi l'ouverture. Face à la crise, on s'est plutôt refermé et les relations ont été parfois extrêmement difficiles. Et donc on verra que cette complexité-là, elle touche naturellement profondément notre situation.